Bonsoir et bienvenue. Une patrie, une histoire, un peuple, un projet politique, des valeurs partagées, de l'amour de la patrie, du dévouement et du sacrifice pour défendre cette patrie. Ça s'appelle du patriotisme et ça implique du civisme. Les États en font la promotion à travers des instruments, des institutions. Au Burkina Faso, il y a par exemple le SND, le Service national pour le développement. Le SND est la construction du civisme et du patriotisme. L'ATR, l'Atelier de la République, en parle ce soir, avec le partenariat, bien sûr, du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'Atelier de la République. Trois invités avec nous. Le colonel-major Mathieu Benao, il est le directeur général du SND. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également, le professeur Jacques Nandema, professeur titulaire de philosophie à l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. C'est la deuxième fois que vous passez dans cette émission. Avec nous également, le professeur Fatih Ouattara, professeur titulaire de philosophie également à l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également, les membres du club CGD. Merci à vous d'être présents à chaque numéro de l'Atelier de la République. Pour commencer, qu'est-ce qui a motivé la création du SND, le Service national? D'abord, c'était SNP, Service national populaire. C'était en 1934, je crois, sous la Révolution. Tout à fait. Permettez-moi de faire un bref rappel historique. Le Service national pour le développement, qui est aujourd'hui, selon la loi 029, votée le 17 août 2023, est la structure donc chargée de la mise en œuvre du service national patriotique. Vous notez donc qu'il y a eu là également une évolution. Mais à l'origine, en 1984, sous la révolution du Conseil national pour la révolution, il avait été instauré donc le service national populaire pour mobiliser la jeunesse afin que cette jeunesse puisse contribuer au développement et à la défense de la patrie. Par la suite, avec l'évolution socio-politique du pays, en 1993, le SNP va donc changer de dénomination pour devenir SND, Service national pour le développement. Et en même temps, la structure qui était chargée donc de la mise en œuvre de ce Service national pour le développement était donc la Direction générale du Service national pour le développement. Il faut dire que l'évolution est due au fait que à l'entame, les jeunes faisaient une formation militaire. Comme je l'ai dit, c'était pour contribuer à la défense de la patrie. Mais en 1990, la partie militaire va être complètement abandonnée au profit du développement socio-économique. Et là, on va parler de la création des centres de formation et où le SND va donc développer des formations professionnelles, notamment à Badala, dans la boucle du Moun, et à Lumbila, au plateau central. Il faut signaler que le siège actuel de l'université de Bobo, Nassau, était un patrimoine du SNP. C'était une des bases du SNP qui y formait les jeunes donc, sur le plan militaire et sur le plan de la participation à la production nationale. Et au fil du temps, avec la crise sécuritaire que nous connaissons de nos jours, nous avons mené des études à partir d'une commission interministérielle qui avait été mise en place par le Premier ministre. Nous avons donc mené des études pour voir comment est-ce que la jeunesse pourrait contribuer à ramener la sécurité. C'est donc sur cette problématique que nous sommes partis
Mais il y a également le fait que, tirant leçon des cas qu'il y a eu et des mauvais comportements observés dans les années 2000, 2011 et en remontant jusqu'à aujourd'hui, il s'est avéré nécessaire de réinstituer la formation militaire parce que la formation militaire permet non seulement le brassage de la jeunesse, mais permet également d'inculquer des notions de discipline et de respect de la hiérarchie à la jeunesse. Voilà donc ce pourquoi les députés de l'ALT ont à l'unanimité approuvé donc la nouvelle loi qui instaure le service national patriotique, mais qui va être mis en œuvre par la Direction générale du service national pour le développement. Le service national patriotique, c'est le contenu. C'est le contenu, c'est la matière. Mais est-ce que ça change fondamentalement dans ce qui se faisait avant? Le changement fondamental réside dans le fait que il y a aujourd'hui la formation militaire qui a été réinstituée. Il est réinstitué la formation militaire et l'âge pour accomplir le service national aujourd'hui passe à 35 ans. Précédemment, c'était de 18 à 30 ans. Maintenant, c'est de 18 à 35 ans. Et à l'heure où je vous parle, nous avons près de 2000, plus exactement 1967, jeunes sortant des écoles de formation professionnelle de l'État qui sont en formation militaire à Lumbila, et cela depuis le 11 décembre. Et le 11 septembre. Ils y sont donc pour 90 jours. Donc, au mois de décembre, ils vont sortir. Ce sera la 3e promotion. Et quand vous fréquentez les services de l'État, ceux qui sont passés par le moule du SND, ils se font distinguer. Voilà. Par des valeurs. Par des valeurs qu'ils incarnent et par des attitudes et des comportements nouveaux qu'ils veulent imprimer au sein de leur service. Est-ce que ça veut dire qu'avec le service national patriotique, ces jeunes-là, militairement formés, sont aptes à aller peut-être au front en même temps? Bien sûr, parce que c'était une des conditions avec l'armée. Nous devrions former les jeunes au moins en 90 jours pour leur permettre, la loi le dit clairement, ils doivent constituer une réserve au profit des forces armées nationales dans le cadre de la défense de la patrie. Parce que si on n'avait pas abandonné la formation initiée en 1984, aujourd'hui, on ne serait pas en train de faire des communiqués pour demander à recruter des VDP. Il y aurait déjà cette masse de réservistes qu'on pourrait mobiliser quand l'armée le souhaite. C'est important de le constituer, voilà, justement, ces réservistes. Tout à fait. Effectivement. Alors, et c'est tout un processus, hein, il faut le dire, la mise en œuvre, justement, du SNP. Vous l'avez dit, hein, c'est quand même chaque année quelque chose de plus de 2500 appelés, justement, mais c'est plusieurs phases, allant donc du recrutement à l'incorporation, à la formation et à la production. C'est bien ça. Oui, il faut dire qu'au SNP maintenant, il y a 2 voies pour faire le SNP. Il y a ce que nous appelons les appelés salariés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le choix que de venir. Du public comme du privé? Oui, du public comme du privé. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, le privé est astreint à déclarer également son personnel pour le service national. Parce que la loi consacre ça, notre constitution consacre ça. Tout jeune burkinabé de 18 à 35 ans doit faire son service national. Donc, aujourd'hui, on ne doit plus faire le distinguo, penser que moi, je suis au privé, j'ai le choix de venir ou de ne pas venir. Parce que la loi le dit expressément, et bientôt, ça va être effectif. Nous avons reçu carte blanche pour vérifier au sein des services l'effectivité du service national
de tous les employés et de toutes les boîtes privées comme publiques. Mais maintenant, en plus, il y a la formation militaire. La formation militaire, pour l'instant, elle est destinée prioritairement aux sortants des écoles de formation professionnelle de l'État. Sauf que la loi dispose également que un privé qui souhaite organiser la formation militaire pour ses personnels peut, par le biais d'une convention avec la direction générale du SND, organiser la formation pour son personnel. Et de l'autre côté, parce que je disais, il y avait deux voies, il y a les appelés salariés et il y a les appelés volontaires, non salariés. Les appelés non salariés, c'est ce que nous appelons les appelés volontaires. L'État nous permet chaque année, l'État nous fixe un quota pour nous dire, moi je n'ai pas suffisamment de personnel dans mon administration, vous, SND, recrutez-moi 3000 jeunes qui vont appuyer l'administration. Et vous les retrouvez aussi bien chez les sapeurs-pompiers que dans les autres administrations au quotidien. Donc, eux, généralement, nous les recrutons à partir du mois de juin et ils commencent leur production le 1er octobre. Donc, c'est la 79e promotion qui vient de commencer en octobre dernier. Voilà donc ce que nous avons comme ensemble d'appelés. Oui. Au-delà, c'est bien sûr justement ces valeurs à partager ensemble autour donc, de ce qui est symbole de la nation. C'est très important, mais c'est aussi au-delà cette production dont vous parlez. Alors, professeur Jacques Nanima, le patriotisme, c'est un sujet suffisamment abordé, hein, on le sait, dans l'histoire, notamment l'Allemagne de l'Ouest, d'après-guerre, justement. On sait que c'est un sujet qui est fréquemment mobilisé dans les débats de philosophie politique. Hein. Bien entendu. Et merci bien sûr de nous avoir invités à cette rencontre-là. Il faut considérer d'ailleurs que c'est normal que chaque citoyen participe à la vie de la nation. C'est élémentaire, c'est simple et c'est juste. Donc, on n'a pas besoin de faire du cinéma autour de ça. L'engagement de chaque citoyen au service de sa société, c'est quelque chose de fondamental. Parce que nous vivons dans une société et on a besoin que les forces des uns et des autres se mettent ensemble pour créer une sorte de dynamique collective qui rende possible le développement du pays et qui rende possible, bien sûr, la sécurisation de ce que nous appelons le bien commun, donc la République. Et ça, une fois qu'on a dit ça, il faut maintenant entrer dans les détails, c'est-à-dire former effectivement des gens qui soient en mesure de répondre à l'appel, bien sûr, de la République. Encore une fois, il faut qu'on sache bien que c'est pour le service du bien commun. Je pense que c'est toujours bien de rappeler ça pour que personne ne se sente lésé, personne ne se sente contraint malgré lui, parce que c'est se défendre soi-même, c'est se préparer à se défendre soi-même, c'est-à-dire à sécuriser, à créer les meilleures conditions de sécurité pour sa propre existence. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il y a bien sûr eu une évolution dans cette dynamique-là, puisqu'il y a un moment où on a supprimé la dimension service militaire. Maintenant que la réalité politique de notre pays, l'insécurité nous a rappelé qu'il était important que, bien sûr, la jeunesse soit formée au génie militaire, à l'art militaire et aussi à l'art du maniement des armes, bien sûr, c'est très important, et qu'on arrive effectivement à faire en sorte que ça ne devienne pas quelque chose, ça ne soit pas perçu comme quelque chose d'obligatoire, mais plutôt comme quelque chose qui correspond à un engagement citoyen qui consiste à dire, eh bien, je vais participer avec les autres à préparer la défense de mon pays. Je pense que beaucoup de pays, d'ailleurs, le font. Donc, il n'y a pas de raison que le Burkina Faso soit mis à l'écart. Donc, il me semble que c'est quelque chose qui correspond à ce qui doit être. Donc, voilà, on vit dans une famille, on vit dans une société, on vit dans un État, et l'État est organisé autour de sa propre sécurité et autour, bien sûr, de la sécurité des citoyens. Et donc, normalement, je pense que c'est la moindre des choses que chacun se sente concerné. Voilà, maintenant, bon.
Vous avez parlé tout à l'heure justement de contexte. Professeur Ouattara, justement, visiblement, on se rend compte que les crises, justement, sont des moments d'appel, justement, à ces valeurs autour donc, de la patrie. Et justement, le Burkina Faso est en crise. On parle justement de patriotisme aujourd'hui. Mais cernons-nous vraiment les implications et les préalables à la construction, justement, du patriotisme? Bien, merci de m'avoir donné la parole. Et à la suite des précédents intervenants, je voudrais dire que si le service patriotique n'avait pas existé, il fallait le créer. Le créer pourquoi? Parce qu'il contribue à l'atteinte des objectifs d'éducation civique et citoyenne. Alors, comme le disent les philosophes, éduqués, nous sommes des citoyens, analphabètes, nous sommes des bêtes de somme. C'est Rousseau qui l'a dit. Et quand on ajoute que l'homme n'est rien sans l'éducation, il est ce que l'éducation fait de lui. Une nation qui veut des citoyens, des hommes aptes à participer de façon contributive donc, à son propre développement économique, social, politique et culturel, doit forcément mettre l'accent sur ce type de formation et donc donner l'accent, investir sur ces structures pour qu'elles puissent atteindre cet objectif. Et il me semble que, comme monsieur le directeur général du SN2 l'a dit, il est donc important que l'ensemble des filles et fils du Burkina puissent subir ces formations qui contribuent donc au développement des valeurs civiques et citoyennes. Il l'a dit, il y a la discipline, c'est vrai. De plus en plus, on crie l'indiscipline. Et quand je venais là, j'ai vécu des actes d'indiscipline. C'est encore la jeunesse. Alors, il y a l'éthique comme valeur, l'intégrité, la tolérance. Et le moment est bienvenu parce que nous traversons une situation difficile liée à la crise du terrorisme et qui induit que tout le monde doit défendre la patrie pour que cette patrie ne devienne pas la propriété d'autres personnes. Et quand vous n'avez plus cette chose en commun, qui êtes-vous finalement? On n'a plus de patrimoine. Donc, on n'a plus rien qui puisse, autour duquel on puisse donc se réunir, se regrouper pour regarder ensemble les grands chantiers du développement. Donc, il est bien que la jeunesse soit formée, que le service militaire revienne de plus belle, et je sais que c'est depuis 2021 que le service militaire a été introduit. Et il est de bon ton donc qu'on aille dans les perspectives, qu'on creuse davantage pour permettre que l'ensemble des jeunes, donc filles comme garçons, puissent vraiment avoir cette formation pour contribuer à la défense de la patrie. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. J'ai bien aimé votre citation d'introduction des philosophes, si vous pouvez nous reprendre ça. Éduqués, on est? Oui, Rousseau dit, éduqués, nous sommes des citoyens, analphabètes, nous sommes des bêtes de somme. Ah. Voilà. Professeur Nandima, on est en plein dans l'actualité, ça interpelle, hein, le débat sur l'intellectuel, l'intelligent, l'école qui ne rend pas forcément intelligent. C'est un débat hein, qui a cours actuellement. Oui, mais je pense justement que l'école est un milieu d'éducation. Ce n'est pas le seul lieu d'éducation. Il y a la famille, il y a la rue, il y a les religions, il y a la culture. Et donc, il y a plusieurs... Et il y a la politique, il y a les partis politiques dans lesquels les gens militent. Donc, il y a plusieurs espaces d'éducation. L'école est un lieu privilégié, une institution de la République pour former ses citoyens, à la fois sur le plan intellectuel, pour acquérir des compétences scientifiques, technologiques, en langue, en art, en cinéma, enfin, en tout ce qu'on veut, mais aussi en conscience citoyenne. Parce que l'école est le lieu aussi de la formation citoyenne. Parce que, je dis, moi je suis allé à l'école à Yako, et c'est à l'école que j'ai découvert des enfants qui venaient d'ailleurs, que je n'avais jamais eu la chance de rencontrer. Donc l'école est le microcosme de la République. Ça veut dire que justement, l'école est un espace où la formation vise non seulement des compétences intellectuelles, scientifiques, technologiques, mais aussi des compétences sociales, des compétences relationnelles, des compétences politiques, parce que ça nous apprend à vivre ensemble dans la diversité. Et il m'a semblé justement que cette dimension-là
était rappelé tout à l'heure par le directeur général, qui disait justement que c'est un lieu de brassage qui va rendre possible aussi une conscience partagée du bien commun. Il me semble que c'est très, très important. Voilà, donc... Oui, déjà, effectivement, ça rassemble du monde, le service national patriotique, ça rassemble du beau monde. Ce sont des jeunes qui apprennent à se connaître et à partager des valeurs, et justement des valeurs du Burkina. Tout à fait. Et des valeurs universelles, bien sûr. Comme je le disais, c'est vraiment un milieu c'est un centre de brassage, que ce soit pour les volontaires qui viennent donc appuyer l'administration publique, parce que d'ailleurs, comme il y a des jeunes qui sont là, je leur conseillerais de ne pas attendre. Celui qui a fini ses études peut venir s'inscrire, faire son service national. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir du boulot avant. Il ne faut pas attendre. Ça a deux avantages. Quand vous venez en tant qu'appelé volontaire, nous vous donnons un pécule. Nous vous donnons un pécule et on vous affecte dans un secteur où vous allez apprendre un métier ou renforcer vos compétences. Et là, par la suite, le jour où vous aurez un emploi, votre DRH ne vous poursuivra plus pour vous retenir parce qu'il y a une part du salaire des fonctionnaires qui est retenue au profit du budget national pour contribuer aussi au développement du pays. Donc, en ce moment, vous êtes exempté de ça. Mais il y a que... donc, eux aussi, ils apprennent à se connaître et à tisser des relations. C'est un réseautage. Voilà, tout à fait. Et moi, je suis content pour certains des appelés volontaires qui se retrouvent dans certains services. À la fin de leur service national, on nous écrit pour dire « Ah, l'appelé que vous nous avez envoyé, il s'est tellement bien comporté, il a tellement bien travaillé que nous voulons le garder. Ah. » Comme quoi le service national patriotique peut aboutir également à un emploi. Mais il y a ceux qui font la formation militaire. Je taquinais pour rigoler mes collègues qui ont fait l'ENAREF. Je leur disais à l'entrée, je dis, bon, il y en a qui sont cravatés, qui pensent au fonds commun. C'est vraiment pour taquiner. J'ai dit, mais quand vous allez rentrer, vous mettre tous en tenue, vous ne reconnaîtrez plus qui est instituteur de brousse et qui va aux finances. Parce que vous serez tous traités de la même façon. Vous êtes obligés de cultiver un esprit de solidarité entre vous. Parce que quand on est ensemble, on veut manœuvrer, ben on ne choisit pas ceux-là qui ont le moins d'argent qu'on va manœuvrer, qui vont chanter toute la nuit. Et vous avez les mêmes droits et devoirs. Vous avez les mêmes droits et devoirs. Donc, ça permet aux gens de cultiver l'humilité même. Ça permet de cultiver l'humilité et la solidarité. Parce que si vous partez dans un centre de formation militaire et que vous n'êtes pas solidaire, en tout cas, vous risquez de peiner. Mais si vous êtes solidaire, vous faites tout ensemble. Parce que pour une seule personne qui lâche, ben, on va vous embêter tout votre séjour. Alors que si vous vous comprenez, vous vous parlez, bon, on a demandé de faire ça, allons-y, on n'a qu'à le faire. Plutôt que de dire, ah, moi, vraiment, ça là, chez moi, je ne fais pas ça. Parce que vous n'êtes pas chez vous. On vous a amené pour cultiver l'humilité et puis apprendre à servir le pays, quelles que soient les conditions. Aimer et à servir ce voilà. pays. Aimer et servir ce pays. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Très important. Professeur Ouattara, quelle pourrait être l'importance de la formation militaire généralisée justement dans la construction nationale? Alors, je vais me répéter. L'importance, et je parle sous le couvert du directeur du CND, l'importance, c'est d'outiller la jeunesse. Et outiller la jeunesse, c'est encore une fois de plus l'amener à avoir une certaine connaissance du maniement des armes. Alors, c'est important de ce point de vue parce qu'ils deviennent ainsi donc des acteurs
potentiel de sécurisation de notre territoire national. Alors, pour ceux qui ne sont pas des appelés volontaires, pour ceux qui sont, par exemple, qui sortent des écoles de formation professionnelle, qui sont des fonctionnaires, alors ils seront affectés un peu partout dans les confins du Burkina Faso. Dans les zones rouges. Dans les zones rouges, oui. Et ils n'auront plus peur de partir. Et même quand ils sont là-bas, ben, ils ont déjà l'intelligence militaire. Ils savent à quel moment telle menace peut intervenir et ils sont déjà alertés d'avance. De ce point de vue, bon, comme il le disait, monsieur le directeur général, ils peuvent être actionnés à tout moment. Et quand vous regardez les zones rouges, vous l'avez dit, il suffit que 2 ou 3 personnes arrivent avec des calaches, qu'ils disent, bon, si vous ne bougez pas demain, après demain nous reviendrons. Mais s'ils sont nombreux qui ont suivi cette formation militaire, ils peuvent sans doute se regrouper, développer des initiatives de sécurisation pour pouvoir affronter peut-être ce petit nombre qui va venir. Qu'il ne suffit pas seulement d'un petit pouce et puis des milliers de personnes déguerpissent. Donc là, c'est important et ça leur donne le courage. Le courage. Ils deviennent des guerriers. Et là où c'est encore important, parce que, il faut le dire, le développement, il n'y a pas de développement sans sécurité ni paix. Et je me rappelle, l'ancien secrétaire général de l'UNESCO a dit que la paix, c'est l'autre nom du développement. Alors, des gens qui cultivent des valeurs de paix, de solidarité, de tolérance, de justice, d'équité, eh bien, d'intégrité, constituent ainsi donc un vrai vivrier pour la pacification des relations communautaires ou interhumaines, au-delà maintenant des relations entre notre pays et d'autres pays, parce que ce sont des exemples qu'on va devoir suivre. Donc c'est très important, ce n'est pas à négliger. Et maintenant, là où il faut avoir peur, là où il faut avoir peur, c'est est-ce que cette vision qui a commencé ou dont nous avons hérité, nous nous donnons encore aujourd'hui, voire demain, les moyens de pérenniser ça. C'est là où la chose devient plus importante. Peut-être qu'on y arrivera. Tout à fait. Et l'autre élément encore, parce que quand vous dites que la rose est rose, c'est parce qu'elle a aussi des épines. Donc l'autre élément, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Parce que la formation militaire, c'est la connaissance, mais elle a besoin aussi d'une certaine pratique. Après, quand ils repartent, est-ce qu'ils sont abandonnés? Est-ce qu'on leur donne de petits moyens? Je veux parler là d'autorisation pour qu'ils acquièrent de petites armes qu'ils ont à côté. Et là encore, quand ils ont ça, quelle est l'utilisation qu'ils peuvent faire de ça s'il n'y a pas on appelle ça un suivi après-vente. Donc, voilà, une certaine veille doit continuer de manière à ce qu'on gagne toujours ces gens-là que nous avons formés. Quoique, Victor Hugo le dit, je parle sous votre couvert, prof, un homme qu'on enseigne n'est pas forcément un homme qu'on gagne. Ils sont passés, ils ont suivi la formation, ils sont repartis. Il faudra qu'on regarde, est-ce que ces valeurs qu'on les a inculquées continuent donc d'animer leur vie et de permettre que nous n'ayons pas investi quelque part pour rien. Oui. Parce qu'un pécule, bon, ça varie 40 000 et autres, ce n'est pas aussi petit, mais c'est bien. Et les autres qui ne sont pas parfois bien scolarisés, ceux qui sont les volontaires qui viennent d'eux-mêmes, qui n'ont pas encore de métier, de fonction, quand ils arrivent, qu'ils sont formés professionnellement, ça permet quelque part de leur permettre de se sentir burkinabés, de ne pas se dire qu'ils sont des jeunes marginalisés et de se dire qu'ils ne sont plus laissés comme ça à la merci de quiconque viendrait avec un projet funeste d'enrôlement, d'endoctrinement, de radicalisation pour les récupérer. Voilà. Donc, il y en a qui n'ont jamais vu 40 000 francs ou 50 000 francs. Et qu'on leur donne 200 000, 300 000 dans un confin du Burkina, eh bien, tout de suite, il est capable de prendre l'arme parce que, voilà. Donc, je crois que c'est très important que le service militaire puisse se faire pour contribuer donc à tout cet effort d'inculcation des valeurs
et de culture donc des intelligences pour que le Burkina Faso se pacifie davantage. Professeur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il faut absolument, au-delà de la dimension militaire dont il a salué les qualités, les vertus, bon, je pense que ce qui manque aussi au Burkina Faso, c'est l'esprit d'équipe. Dans presque tous les services, il y a comme une sorte de, bon, je ne dirais pas d'individualisme, mais en tout cas, il y a comme une sorte de difficulté à travailler ensemble. Il y a des compétences dans ce pays et, curieusement, on a du mal à travailler ensemble. Il y a comme une sorte de conflit de compétences, il y a comme une sorte de... il n'y a pas de conscience collective, vous voulez dire? Oui, il y a quelque chose qui manque là, il y a un lien qui manque, le ciment qui manque pour mettre les compétences ensemble afin qu'on puisse réaliser nos ambitions communes portées ensemble. C'est cette valeur qui est recherchée justement au SND. Oui, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas que le SND qui cultive cette vertu de l'esprit d'équipe, même si là-bas c'est important puisqu'il l'a rappelé tout à l'heure, que véritablement c'est un foyer à partir duquel les gens acquièrent de vraies valeurs en termes de discipline et de cohésion, de solidarité. Il y a aussi la responsabilité de la famille, la cellule familiale, mais aussi de l'école. Et oui, il me semble justement qu'il faut absolument compléter tout ce qui est formation physique, formation militaire, avec la formation de l'intelligence. Parce que l'homme n'est pas un animal comme ça, n'est pas un mouton, quoi. Il faut absolument que son cerveau soit développé pour qu'il soit utile à son pays. Et je pense que si on ne fait pas attention dans ce pays où quelquefois les compétences se combattent, au lieu de se mettre ensemble pour aller plus loin, ce serait dangereux justement. Donc il faut, en plus de l'esprit d'équipe qui est développé justement dans ce cadre-là, que l'on veille véritablement à pousser chacun à avoir envie de briller, c'est-à-dire d'être excellent dans son domaine de compétences. Si je suis excellent dans le domaine du maniement et des armes, eh bien, je dois pouvoir compter sur d'autres compétences en termes d'observation du territoire, par exemple, en termes de renseignement. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout n'est pas militaire, mais il faut absolument qu'on réussisse à mettre ensemble, à emboîter ensemble les compétences pour que les gens puissent poursuivre le même objectif ensemble. Donc, l'esprit d'équipe, c'est très important. La complémentarité et la conjonction des compétences, c'est quelque chose de fondamental. C'est d'ailleurs ce qui rend possible une politique. Il n'y a pas de politique si on ne réconcilie pas les compétences dans un pays. Si on laisse les compétences se combattre, alors ça veut dire qu'en fait, finalement, on ne forme pas d'équipe, on ne forme pas de république. Or, l'idée du bien commun, c'est justement que ce bien commun puisse être porté par plusieurs mains. J'ai vu une image qui circule quelquefois sur Facebook où on porte le toit de la cage justement en mettant haya haya en zinket suguri. Et donc il me semble que c'est très parlant, c'est important. Ça veut dire que personne ne doit considérer qu'il n'est pas important. Je pense que ça, il faut rappeler ça à chaque Burkinabé. Personne ne doit considérer qu'il n'est pas important. Personne ne doit accepter qu'on le considère comme n'étant pas important. Parce qu'il sait qu'il est né dans ce pays, qu'il veut travailler pour que ce pays, qui est son espace, s'épanouisse, parce que lui-même veut s'épanouir dans ce pays. Il ne compte pas aller sur la Lune pour vivre. Il s'agit d'une co-construction, tout le monde est indispensable. Voilà, une co-construction dans laquelle les compétences sont appelées à converger plutôt qu'à se combattre. Merci. Oui, monsieur le directeur général. Oui, je voudrais reprendre au bon ce que le professeur Ouattara a dit pour dire qu'effectivement, la réflexion, lorsqu'elle a été menée, nous avons fait le tour, on s'est rendu compte que dans beaucoup de villages, lorsque le terrorisme a commencé, un certain nombre de fonctionnaires ont été massacrés, j'allais dire, j'utilise ce terme entre guillemets. C'est fort, mais c'est parfois la réalité. Parce qu'ils ont été soit pris en otage ou on les a purement et simplement liquidés. Donc, partant de ce constat, on s'est dit, il faut au moins donner des notions de base aux fonctionnaires pour leur permettre d'abord de se protéger eux-mêmes et de contribuer à la protection du milieu où ils évoluent. C'est pour ça que, par prudence, nous avons donc voulu que la formation ne s'adresse pour l'instant qu'aux fonctionnaires. La formation militaire, c'est uniquement pour les sortants des écoles de formation professionnelle de l'État. Parce que le risque qu'il y a à former les volontaires qui vont venir, c'est que nous n'avons pas de contrôle sur eux. Alors que les fonctionnaires, lorsqu'ils finissent leur formation,
nous demandons à la fonction publique de nous transmettre leur lieu d'affectation que nous reversons à l'état-major général des armées, donc au ministère de la Défense, pour qu'eux, ils puissent les suivre. Autrement dit, former quelqu'un qui est venu sans emploi et vous le remettez, vous le laissez partir, il peut soit se retourner contre vous ou devenir un braqueur, pur et simple. Donc, c'est par prudence que nous avons voulu circonscrire ça pour le moment aux fonctionnaires. Voilà. En tout cas, il y a cet aspect, mais comme on l'a dit, faire en sorte que la cour du SND ne soit pas un passage où on en sort juste après et on perd ses valeurs. Est-ce que justement l'approche, la vision que vous avez permet aujourd'hui, avec le recul que vous avez pour ceux qui sont déjà passés par là, qui sont sur le terrain, avec le recul, est-ce que vous avez l'impression que les valeurs inculquées, les valeurs de la nation autour donc, du patriotisme, du civisme, etc., est-ce que ces valeurs-là sont entretenues et maintenues par les appelés quand ils sortent du... Pour ce qui est des valeurs, ça c'est indiscutable. Lorsque quelqu'un fait son service national, ne serait-ce que par réflexe, quand vous arrivez, il se met automatiquement debout, ce que nous, militaires, nous appelons garde à vous, pour vous écouter. Alors que vous pouvez arriver dans un service, monsieur est assis, la tête en bas, vous lui parlez, on ne dirait même pas que c'est à lui que vous vous adressez. Donc ça déjà, c'est, voilà, où on est sur Facebook en train de manipuler son téléphone. Mais au moins, ces réflexes-là, ça reste toujours. Pour ce qui est du volet militaire, comme je l'ai dit, nous ne faisons pas leur suivi. Parce que ça relève de la compétence de l'armée. Nous les reversons à l'armée. C'est l'armée qui doit pouvoir les organiser pour pouvoir suivre ce qu'ils font. Et sans peut-être trop dévancer l'iguane dans l'eau, en tout cas, je pense qu'ils sont en train de se préparer à les organiser. Ils vont certainement être des VDP super là où ils vont être affectés. Voilà. Ça veut dire qu'ils seront directement en connexion avec les détachements militaires sur place. Tout à fait. Ils peuvent servir d'une façon... Ils vont servir. Ce n'est pas qu'ils peuvent, parce que... ils vont servir. Parce que justement, faire passer par là, le service national patriotique devrait permettre, une fois dans l'administration, ça devrait permettre de diminuer, par exemple, la corruption au sein de l'administration publique. Absolument. Absolument. Ne serait-ce que... je reviens toujours pour dire, quand je les rencontre, je leur dis, quand vous allez fréquenter les services, généralement, ceux qui ont fait la formation militaire, quand vous arrivez, vous avez toujours l'expression promo ou classe. Si vous voyez quelqu'un rentrer dans un service et dire « Ah, promo ou classe », c'est qu'il a fait son service national. Ça permet aux gens de se connaître et de moins s'embêter dans le rendement du service. Et vous allez voir, l'effet d'entraînement va amener ceux qui ne l'ont pas fait à rentrer dans le rang. En tout cas, je pense que l'évolution est bonne. Oui. Professeur Nanima, c'est forcément une vision qui doit aller avec, justement, pour permettre à ces appelés, parce que plus de 2000 chaque année, c'est quand même une masse critique importante, et qui devrait permettre, au fil des années, d'avoir une administration, surtout publique, de qualité, avec beaucoup de valeurs, qui nous permettent justement de faire de ce pays un pays prospère, un pays respecté, l'amour de la patrie qui doit être présent. Bon, tout ça c'est important, hein, ce qu'il a dit, je ne conteste pas du tout ça, mais je rappelle toujours que la société humaine n'est pas une fourmilière. Et donc ça veut dire que ce n'est pas le lieu des comportements strictement et tout le temps mécaniques. La société humaine est beaucoup plus fluide, est beaucoup plus le lieu du génie. Et il me semble aussi qu'il ne faut pas oublier le génie militaire, parce que les militaires ne sont pas seulement que des gens qui utilisent les armes, ils ont aussi
Et les métiers de la sécurité ne sont pas seulement les métiers des armes. Donc c'est très très important de rester ouvert et de garder l'ouverture pour que ce qu'on appelle le patriotisme ne reste pas seulement au niveau des réflexes, mais que ça devienne une conscience. Une conscience, ça veut dire la capacité à se réconcilier avec, bien sûr, un présent, mais surtout la capacité à se projeter en avant pour penser l'avenir. Quand je dis que j'agis par patriotisme, ça veut dire que je fais des choses aujourd'hui et maintenant en pensant à demain. Ça veut dire que je veux que ce pays qui s'appelle le Burkina Faso et qui est un patrimoine commun ne reste pas où il est à l'heure actuelle. Donc, on espère aussi que l'insécurité va passer, qu'on ne va pas s'éterniser dans cette situation absolument détestable dans laquelle, depuis une dizaine d'années, nous sommes pris comme dans l'engrenage infernal de quelque chose qui ne nous quitte plus et qui va peut-être même engendrer des difficultés de cohabitation les uns avec les autres. Donc, il faut absolument penser l'avenir ensemble. Le patriotisme, c'est aussi cette capacité à se projeter en avant. C'est-à-dire, ce que je fais aujourd'hui doit viser aussi l'avenir. Et l'avenir doit être plus dégagé de toute cette ambiance de conflictualité qui fait que nous sommes devenus quelquefois même hostiles les uns aux autres. Donc, il faut penser à la paix quand on parle aussi du patriotisme. Il faut penser au développement du pays. Il faut penser à ce que les plus jeunes vont devenir demain. Je pense qu'ils ont droit à un pays qui soit apaisé, qui soit pacifié, et un pays où on apprend ce que c'est que le droit, c'est-à-dire l'importance de chaque personne dans la construction du pays, mais dans la construction aussi personnelle, dans l'épanouissement personnel. Parce que ce que nous voulons, après tout, c'est le bonheur des citoyens. Voilà, donc il faut absolument qu'on reste aussi dans la perspective de l'avenir. Et de ce point de vue-là, il y a un auteur, bien sûr, un philosophe, le philosophe italien Machiavel, qui a posé, qui a thématisé la problématique du patriotisme. Mais bon, Machiavel s'est laissé prendre dans l'engrenage purement et simplement militaire du patriotisme. Bon, ce qui fait que c'est vrai que l'Italie de son temps, Florence de son temps, était quasiment dans la même situation que nous aujourd'hui, c'est-à-dire un pays agressé, complètement mis en insécurité par des mercenaires espagnols, français, qui mettaient à sac les principautés en Italie. Et donc Machiavel écrit, d'ailleurs, il écrit ces textes de philosophie politique pour penser la possibilité d'une sécurité de l'État et d'un épanouissement de la communauté de Florence, de la principauté de Florence. Mais Machiavel n'arrive pas à penser l'avenir, parce qu'il ne pense pas l'avenir autrement qu'avec cette ceinture militaire autour de Florence, parce que l'insécurité est tellement prenante qu'il n'a pas réussi à décoller son esprit de cette dimension militaire. Or, une fois qu'on a sécurisé un État, je pense qu'il faut penser à la coopération. Et quelquefois même, c'est la coopération qui rend possible la sécurisation. La coopération avec d'autres puissances, des puissances voisines, des puissances un peu plus lointaines, cela rend possible aussi de penser une sécurité plus globale, une sécurité régionale, une sécurité même au niveau africain. Donc, il me semble qu'en fait, on est obligé de sortir de sa propre ceinture de sécurité pour être en connexion avec d'autres. Donc, là, c'est le génie qui va travailler. Donc, l'intelligence humaine doit venir au secours des capacités militaires pour pouvoir inventer l'avenir effectivement avec d'autres nations. Et il me semble que c'est ce qui a rendu possible le cosmopolitisme avec Emmanuel Kant, parce que Emmanuel Kant justement a montré que chaque État, en développant ses capacités de défense et de souveraineté, c'est très bien, mais on réinstalle une logique de guerre entre les États. D'abord, ce sont des individus qui se combattent, on réussit à peser tout ça et ils forment un État, ok. Mais ensuite, chaque État doit apprendre aussi à pactiser avec d'autres États pour construire une région, une sous-région et un monde un peu plus pacifique. Donc l'idée du cosmopolitisme, ça veut dire qu'il faut dépasser la dimension purement et simplement militariste, disons, du patriotisme pour inventer un monde de paix. Et le monde de paix s'invente par le droit qui permet à chaque État de coopérer de souverain à souverain. En ce moment, c'est sortir un peu du nationalisme. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut absolument sortir de cette dynamique qui nous replie seulement entre nous.
seulement l'entre-soi, ça peut être dangereux. Voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas comme une sorte d'étouffement interne, quoi, mais que nous soyons en mesure de construire un monde de paix à travers justement un droit respecté entre plusieurs souverainetés. Chaque pays, c'est normal qu'il lutte pour sa souveraineté, mais la souveraineté prépare aussi le partage du monde, parce que nous habitons tous le monde et nous sommes obligés d'apprendre à vivre ensemble dans le monde. Les autres pays ne vont pas quitter le monde pour nous faire plaisir. Donc, d'une certaine façon, nous sommes bien obligés d'apprendre à vivre avec les autres. Et il me semble que ça, c'est la dimension prospective du patriotisme, pour se concilier avec d'autres puissances aussi qui nous permettent. Par exemple, au niveau de la sous-région ici, ce n'est pas normal que ce soit maintenant que nous nous activions pour nous entendre. On aurait dû s'entendre depuis longtemps, depuis 6 décennies. Les indépendances ont commencé et nous ne nous sommes pas appliqués à Devons avoir un patriotisme panafricain. Quelque chose de beaucoup plus grand que les micro-États que nous formons actuellement. Et Dieu seul sait que ces micro-États ont souvent fait l'objet de frontières un peu arbitraires. Donc vous voyez que c'est vraiment, on doit aussi respirer, on doit aussi travailler avec les autres, on doit coopérer et on doit aller plus loin que ce que chacun pense de lui-même et des autres. Éviter donc les crises avec justement notre entourage, nos voisins. Bien sûr. Professeur Ouattara, les crises convoquent justement cette question de patriotisme. Ce patriotisme-là, le service national patriotique, justement, doit pouvoir être ce ciment de la construction de la conscience nationale. Oui, effectivement, je crois que c'est ce que nous avons dit jusqu'à présent, parce que cette conscience patriotique nationale ne peut véritablement émerger si chacun de tous ceux qui constituent la patrie n'ont pas le sens de cette patrie. Et ce sens-là, ils ne peuvent l'avoir que par l'éducation civique citoyenne. Donc la conscience patriotique est une construction. Et toutes les structures de formation, d'éducation, tous ces instituts de formation professionnelle, eh bien, concourent à cette construction-là, autour, bien sûr, de valeurs. Alors, au départ, vous l'avez dit, il faut qu'on fasse cela en fonction de nos valeurs nationales. Bon, les valeurs sont nobles, mais ceux qui doivent vivre en conformité avec ces valeurs, ce sont des individus, ce sont des citoyens. Et à un moment donné, la valeur tend à s'effriter par des comportements de citoyens, entre griffes, qui tendent à faire primer leur intérêt individuel par rapport à l'intérêt général, le bien commun. Alors c'est ce bien commun qui est donc le fruit de notre construction, co-construction, qui permet que chacun puisse avoir sa part de gâteau et donc avoir son bonheur et s'épanouir. Donc, l'autre chose qu'il faut relever, pour ne pas être pessimiste, mais rester toujours optimiste, c'est qu'il faut bien suivre, il faut bien encadrer, il faut avoir de la vision. Comme cette vision doit être nourrie de moyens, il faut faire en sorte que les errements individuels puissent être maîtrisés au mieux afin qu'on puisse construire cette conscience collective. Alors, comme l'a dit le professeur, nous formons des citoyens ici au Burkina. Ces citoyens doivent s'ouvrir à d'autres pays. Ils doivent devenir des citoyens du monde. Moi, depuis que je voyage, quand je dis que je viens du pays de Thomas Sankara, on me respecte. Et je n'entends pas parler du mal des Burkinabés à l'extérieur. Nous sommes appréciés. Quand je vais, que je prends par exemple la parole, que je dis je viens du pays de Joseph Kizerbo, voici des citoyens. Et ça veut dire quelque part... Il y a des figures qui ont construit ces valeurs. Il y a des figures qui ont construit la République. Quoi qu'ils aient eu leur bonheur et leur mésaventure, leur malheur, mais ils ont développé des idées. C'était des intelligences, pour ne pas dire simplement des intellectuels.
Pourquoi? Quand je vois l'objectif qui est recherché à travers le SND, former toute la jeunesse, la doter des outils pour qu'ils puissent être utiles au développement, mais utiles à eux-mêmes en termes de qu'ils peuvent assurer leur propre défense et celle du pays, mais Joseph Kizerbo l'a développé. Lisez, éduquer ou périr, il l'a dit. L'éducation est un accouchement collectif, biologique collectif. Oui ou non? Tout ce que nous disons, la République, c'est la construction, la conscience, c'est la construction, tout cela passe par l'éducation. Il a aussi ajouté qu'une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse, à la doter des outils d'une promotion optimale, enterre son propre avenir. C'est une société suicidaire. Donc, mettre l'accent sur la formation professionnelle, sur l'éducation civique et citoyenne et sur la formation militaire concourt à dire qu'aucun jeune ne sera laissé pour compte. Et donc, chacun va ensemble aller dans un même sens, avoir des objectifs communs et conjuguer donc leurs efforts, leurs intelligences pour permettre de résoudre les grands enjeux du développement de notre pays. Parce que justement, nous ne voulons pas être suicidaires. Nous ne voulons pas que notre société s'effrite. Et donc, ensemble, nous allons coudre. Et c'est pourquoi que tous les enfants, tous les jeunes qui viendront des 13 régions du Burkina, qui se réunissent dans donc, un esprit de solidarité, de collaboration, il me semble que partout où ils seront, ils vont être véritablement de bons citoyens. Pour peu qu'on y mette les moyens de les suivre, pour peu qu'on se dise que ce qui importe le plus, c'est la nation et non pas nous-mêmes. Et je crois que parfois, comme on le sait, nous lisons beaucoup de choses. Le sacrifice individuel pour le pays, il n'y a rien de tel. Et je crois que ceux qui ont construit cette nation, cette république, avaient ce sens patriotique qui leur a permis d'aller dans ce sens. Peut-être que la République a failli à un moment donné, en ne faisant pas certaines choses pour la jeunesse. OK? Voilà. Mais ce n'est pas un oubli, et je l'ai dit toujours, ce n'est pas un oubli. On veille toujours au grain pour mettre les petits plats dans les grands et faire en sorte que chaque enfant de la République s'épanouisse selon son propre vœu et selon ce que la nation veut qu'il soit. Parce que c'est un fils de la République. Donc, il n'est plus le fils de son papa ou de sa maman ou de sa famille. Il est pour l'État. Et donc, l'État fait de lui ce qu'il veut avant que lui-même veuille faire de lui-même ce qu'il veut être. Ah oui, parce que ce que vous recevez, les appelés du Seigneur. Ah oui, il faut le dire, la République, c'est un peu voilà, on peut concevoir ça comme ça. Les appelés, c'est des chanceux. C'est des chanceux. Et c'est des gens qui doivent également permettre que la chose se pérennise, qu'on ait un bon retour d'eux depuis les postes ou les services où ils sont placés, afin que... Ils doivent être des ambassadeurs. Ah oui, c'est des ambassadeurs. Et même là encore, un militaire, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, un militaire, ce n'est pas n'importe qui. Ou même celui qui a reçu une formation militaire, ce n'est pas n'importe qui. C'est dans l'armée que les grandes valeurs sont cultivées. Et la discipline militaire, si on a pu l'imposer un peu partout, il y a des structures, on vous dit, ah, ici, là, quand vous allez, bon, là-bas, c'est comme dans l'armée. C'est comme dans l'armée. C'est comme dans l'armée. C'est pour dire qu'il y a la droiture et les gens sont traités sur le même pied et par conséquent, ils ne peuvent pas sortir, véhiculer des valeurs qui ne sont pas les valeurs qu'on leur a inculquées. Et de ce point de vue-là, un militaire qui est partout où il est ne peut pas, vous l'avez dit, lutter contre la corruption. Non, il est inconcevable, inadmissible qu'on dise qu'un militaire est corrompu. Ce que vous avez dit tout de suite, formation militaire, voici les valeurs. S'il a reçu ça, et après il est devenu autre chose, il n'est plus militaire. Même si de plus en plus,
Bon, je ne le dirai pas parce que je n'ai pas les moyens de Les l'attester. mauvais exemples sont dans l'armée également. Je n'ai pas les moyens de l'attester. Donc, le secret défense ou le secret d'autres, je sais de quoi vous voulez parler. Moi, je ne rentre pas dedans parce que je veux finir l'émission et rentrer voir ma Vous voulez famille. pas avoir une réquisition Voilà. aussi, là. Donc, je crois que mettons l'accent sur l'essentiel qui puisse nous permettre de sauver ce pays que de vouloir vraiment... voilà. D'accord. Merci. C'est vrai qu'il y a toujours une fierté à dire que j'ai reçu une formation militaire. Hein. On l'entend de la bouche de certains doyens. J'ai fait la formation militaire. C'est toujours une fierté. Mais justement, pour avoir de l'attachement à la patrie, pour aimer la patrie, il faut connaître la République. Est-ce que justement au SND, on apprend aux jeunes à connaître la République? Avant de vous répondre, permettez-moi de rassurer le professeur Nanima. Parce qu'il y a un pan peut-être que vous n'avez pas aperçu quand j'exposais. Il s'agit de la formation professionnelle. La formation professionnelle, je vous ai dit, nous avons 2 centres pour l'instant. Il y a Badala et Lumbila, où nous formons les jeunes dans cette filière. Il y a la soudure métallique, il y a la soudure, la plomberie, la sécurité privée, maçonnerie, électricité, bâtiment, et puis mécanique cycle, moto. Mais en plus, en partenariat avec Bagré-Pôle, Bagré-Pôle, c'est un de nos partenaires, nous formons des jeunes également à Bagré dans le domaine de la agro-sylvoculture et pisciculture et tout ça. Donc, et dans tous ces centres, quand vous arrivez, toutes les 45 provinces du Burkina sont représentées. Nous ne nous limitons pas à prendre les gens à Ouaga. C'est au niveau provincial que les dossiers nous sont remontés par les hauts commissaires. Donc, quand vous arrivez, vous avez les 45 provinces qui sont là. Et de plus en plus, on les observe, ils sont installés un peu partout. Quand vous arrivez à Dédougou, vous allez trouver des soudeurs qui ont été formés. Même à Ouaga, il y a certains mécaniciens, c'est des produits du SND. Très bien. Maintenant, pour l'affaire que vous venez d'évoquer, il faut aussi reconnaître que l'armée a évolué, tout comme notre société. Ce qu'était notre armée en 1960 ou en 1970, ça ne peut plus être comme aujourd'hui. L'armée est le produit de la société. Voilà, tout à fait. Vous retrouvez des bandits dans l'armée, alors qu'avant, quand quelqu'un était bandit, on disait « Ah, je vais vous l'amener, vous allez... » Si on le met dans l'armée, le type, il redevient droit. Mais de plus en plus, il y a certaines valeurs qui ont été perdues. Mais on travaille à les ramener. Parce que tout ça, c'est une question de discipline. Mais le contexte sécuritaire aussi fait que c'est un peu difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous mettons l'accent beaucoup plus sur les résultats au front, plutôt que de voir comment est-ce qu'il est rasé. Parce qu'avant, dans l'armée, pour porter la barbe, il faut une autorisation. Et l'autorisation, c'est le médecin qui la donne. Et le médecin ne donne pas parce que vous êtes venu dire que vous voulez porter la barbe. Le médecin constate que quand vous vous rasez, vous avez des boutons, c'est gênant et tout ça. Il dit, bon, autorisez un tel à porter la barbe. Mais aujourd'hui, tout le monde est barbu dans l'armée, puisqu'ils veulent ressembler à ceux qu'ils ont en face. Vous ne pouvez pas leur dire, non, ne faites pas comme ça, parce que bon, ils vont dire, c'est parce que toi, tu es assis à Ouaga que tu... Voilà. Donc, il faut accepter certains écarts, mais ça va se rattraper. Quand la situation redeviendra normale, vous allez voir que la normalité va revenir. Mais au SND, quand même, on enseigne ces valeurs de la République. On les enseigne. On apprend à connaître le Burkina oui, et ses tout à valeurs. fait. Tout à fait. Parce que
que ce soit les appelés volontaires, avant qu'on les affecte dans les différents services, nous avons ce que nous appelons la formation civique et patriotique. Durant une semaine, bon, il y a certains de vos journalistes qui viennent faire des reportages. Je ne sais pas si vous ne les avez pas vus. Sinon, c'est à Jean-Pierre Guingané. Durant une semaine, on les rabâche les oreilles de tout ce qu'il y a comme vertu dans la République. Et à Lumbila également, pour la formation militaire, ils ont 2 semaines qui sont bloquées, pendant lesquelles nous faisons venir des professeurs, des grands intellectuels comme vous là, qui viennent pendant une semaine, 2 semaines du moins, ils échangent avec eux. Et eux également, ils ont la possibilité de proposer des thèmes qui leur tiennent à cœur. Nous trouvons donc les enseignants qui conviennent bien et qui viennent les leur dispenser. Est-ce qu'il y a des formations artistiques aussi? Parce que je pense que la vie militaire inclut aussi un rapport au génie créateur. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Est-ce que ça trouve de la place? Là, nous ne développons pas ça. Parce que ça, c'est laissé à l'initiative des individus. À toutes nos cérémonies de sortie, vous allez toujours trouver 1 ou 2 qui disent « Ah, nous, on est slameurs, on est quoi ?» Bon. Okay. Ça veut dire que pendant leur formation, ils ont le temps, en tout cas, de prester et de se faire remarquer. C'est pour ça qu'on les programme pour les cérémonies. Je dis ça parce qu'il me semble que c'est très important dans ce genre de formation aussi qu'on ouvre l'esprit des Burkinabés au fait qu'il y a une diversité de métiers et que l'armée même peut développer, par exemple, une troupe de théâtre. Parce qu'à l'heure où nos souffrances se sont accumulées depuis déjà une dizaine d'années, il y a des choses dont que nous avons besoin d'évacuer. Et les arts permettent souvent aux personnes ordinaires et même aux militaires de déstresser, d'évacuer, et ça peut être très, très utile. Il y a les beaucoup de chanteurs, d'artistes-chanteurs. Il y a beaucoup d'artistes militaires maintenant. Et oui, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont écrivains. Il y en a les écrivains. Il y a des écrivains, il y en a qui sont artistes. Et il me semble que c'est très important parce que l'armée normalement est ouverte à tous les métiers. Et donc l'armée peut intégrer une diversité de métiers. Et il me semble que c'est même très utile au moment pour faire partir symboliquement tout le stress que nous avons accumulé. Parce que qu'on le veuille ou non, nous avons accumulé des souffrances, nous avons accumulé des tensions. Il faut aider ça à sortir sur le plan artistique. Et je pense qu'il doit y avoir même des musées de l'armée où on voit un certain nombre de réalisations, mais pas seulement pour les armes, je veux dire. On a un centre culturel, oui. Mais il y a également une direction de la culture et des arts au niveau militaire. Ah oui, excellent. Mais bon, moi je parle ici au titre du SND. Le SND ne relève pas du ministère de la Défense. Je tiens à le préciser. Moi je relève de l'autorité du Premier ministre. Voilà. Alors, professeur Nanima, on reste avec vous. Justement, comment vous mesurez aujourd'hui l'attachement à la nation comme communauté affective supérieure? Bon, en fait, chacun de nous choisit ses affinités d'abord. Dans la vie personnelle, on s'entend mieux avec un tel, on est de bonne humeur avec tel, on a des affinités avec telle ou telle personne. Mais ça, c'est au niveau interpersonnel, au niveau relationnel. Mais pour ce qui concerne la communauté, pour ce qui concerne le bien commun, pour ce qui concerne la nation, ça, c'est un amour qui, d'une certaine façon, devient quasiment quelque chose qui s'impose à nous. Ce n'est pas... nous ne choisissons pas une partie du pays pour aimer et l'autre partie on laisse de côté. Non, aimer son pays, c'est l'aimer avec ses défauts aussi. Et c'est avoir le courage aussi de dire quelles sont les failles de son pays, parce qu'on pense à la remédiation pour que demain soit meilleur de ce pays. Donc, l'amour qu'on peut avoir, les affinités qu'on peut avoir au niveau personnel sont toujours le fait d'un choix. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à être avec quelqu'un avec qui il ne veut pas être. Donc je pense que c'est ça. Mais au niveau de notre attachement à la nation, à la communauté nationale et à la République, c'est-à-dire à l'État,
et bien sûr à la société que l'État est censé organiser. Il me semble en tout cas que de ce côté-là, il y a quelque chose d'essentiel il faut vraiment cultiver. Le jardin essentiel, c'est le jardin de la famille, c'est le jardin de l'école, c'est le jardin de la rue, parce que même dans la rue, il faut éduquer les gens. L'État a l'obligation d'éduquer les gens dans la rue, ne serait-ce que par les feux tricolores, il y a déjà un effort pour discipliner les uns et les autres, pour qu'il y ait du civisme. Mais il faut ajouter à cela aussi des valeurs. Il y a des valeurs qu'il faut faire circuler dans la rue pour que chacun sache que, par exemple, cracher dans la rue, c'est pas décent, c'est pas correct. Si on se respecte, bon, on a une pochette et voilà. Il faut que progressivement, on arrive à ça. En fait, il faut sortir des mauvaises habitudes pour inculquer de nouvelles valeurs et des valeurs de respect mutuel. Parce que c'est ça qui aide à former une société. Si on se respecte, forcément, on réussit à faire quelque chose ensemble. Donc, de mon point de vue, au-delà des affinités sélectives individuelles dans les relations interpersonnelles, notre rapport à la communauté nationale, c'est quelque chose qui doit pouvoir nous pousser à aller un peu plus loin et à ne même pas se mettre à trier « oui, j'aime le pays de ce côté, mais tel autre… » Non, j'accepte mon pays tel qu'il est, mais rien ne peut m'empêcher de dire « ah, ici, si nous continuons comme ça, nous allons tomber. Si nous continuons de cette manière, nous allons faillir. » Ce discours critique est de plus en plus perçu comme un discours à ne pas avoir. Mais ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que l'État. Parce que dans un État, l'État n'est pas parfait. L'État, c'est une construction progressive. La communauté nationale, c'est un processus. On ne naît pas tout de suite citoyen, on apprend à le devenir. Donc, d'une certaine façon, chacun de nous a ses défauts. Et comme le disait encore un philosophe qui peut nous enseigner quelque chose, même s'il n'est pas burkinabé, le bois dont l'homme est fait est si noueux qu'il est difficile d'en tirer des poutres bien droites. Ça, c'est Emmanuel Kant qui dit justement que ce n'est pas évident pour aider quelqu'un à se redresser, pour devenir un bon citoyen. C'est du travail. Et c'est de l'intelligence, c'est du génie. Donc, ça veut dire qu'en fait, gouverner un pays, c'est justement avoir affaire à cette difficulté-là, se confronter à cette difficulté-là presque chaque jour. Et pendant que tu redresses d'un côté, de l'autre côté, quelquefois, ça défaille. Donc, en fait, il faut aussi de la patience, il faut de la circonspection. De l'intelligence collective. De l'intelligence collective pour pouvoir porter ensemble ce fardeau collectif-là et aller le plus loin possible. Mais il est évident que ce chemin-là, ce n'est pas un chemin de plaisir, c'est souvent un chemin de croix. Donc, où chacun apprend à se dominer et à respecter le bien commun, parce qu'on sait que c'est grâce au bien commun que nous sommes tous ensemble et que nous survivrons. Mais notre devoir est d'améliorer le bien commun. Si on n'améliore pas le bien commun, ça veut dire que finalement nous allons gérer des reliques et ça, ce serait vraiment dommage. Et cette intelligence collective, professeur Ouattara, qui devrait nous permettre de générer cette conscience nationale, ça demande du leadership aussi, hein, parce que vous avez parlé tout à l'heure de figure, c'est aussi cela, il faut du leadership pour justement mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, faire en sorte que tout le monde se retrouve autour de la République. J'ai l'habitude de le dire, cette conscience collective, ça ne se vend pas à Rodwoko ni à Nabia. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'acheter comme ça. Et il faut se donner soi-même à cela parce qu'on aime son pays. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en chacun de nous, autant que nous sommes assis ici, chacun peut apporter quelque chose. Et ce peu que chacun peut apporter n'est pas forcément à mettre sur la balance par rapport à ce que l'autre peut apporter. Donc, ces intelligences qui se mettent ensemble construisent une intelligence collective qui concourt donc au bien de la République. C'est pourquoi c'est la chose publique, res publica. Donc, ce n'est pas une chose pour un individu. Ce n'est pas ma chose à moi, en tant qu'individu. C'est plus fort que moi, ça prime ma personne. Et donc, et comme nous sommes passagers, donc on arrive là, chacun descend. Alors, après c'est toi, tu descends. Et ainsi de suite, et tous. Donc, cette chose fait que chacun doit être mis à contribution et l'effort de chacun doit compter pour peu qu'on le sollicite. Et ça, comme nous sommes des philosophes, nous le disons toujours,
une seule main ne peut pas ramasser la farine. C'est un adage. Et si les pileuses de mil doivent se cacher les aisselles, le mil ne sera jamais propre. C'est aussi un adage. Donc, il faut forcément que le voisin puisse voir là que en bas de mes aisselles, là, c'est sale. Qu'il puisse me dire, mais est-ce que tu ne peux pas raser ça ou bien tu ne peux pas mettre tel produit pour enlever ça et tu seras plus beau. Donc, la critique doit venir de chacun. C'est vrai que ce n'est pas la critique de la critique, au sens où critiquer pour critiquer, mais ça aussi, ça se forme. Tout le monde ne sait pas critiquer parce que la critique elle-même, je parle encore sous le couvert du propre, elle porte même ses critique constructive et critique destructive. La critique elle-même porte ses propres propositions pour peu que celui à qui elle est adressée est bien formé pour écouter la critique, pour la comprendre. Et là encore, c'est une intelligence qu'il faut pour comprendre la critique. C'est pourquoi aujourd'hui, même pour critiquer, il faut savoir critiquer. Parce que la critique, quand elle est plate, il y a des choses qu'on ne peut pas dire crûment comme ça. Il y a des choses qu'on doit pouvoir enrober dans l'ironie. Il faut l'habiller. Ah, il faut l'habiller. Et comme le cadavre, hein, vous voyez, bon, chacun de nous, nous ne voulons pas mourir, mais on va mourir. Mais le cadavre, il est bien beau, on le maquille. Hein, il peut être bien habillé, mieux habillé que moi, ici, comme vous et moi. Et quand vous le voyez, il est beau. Mais ce n'est pas pour autant qu'à l'intérieur, c'est quelque chose qui est bien. Donc, mais pouvoir dire que ceci et cela ne va pas, c'est dans l'intérêt, par exemple, de la République. Et les jeunes doivent être formés à cela. C'est pourquoi on a toujours dit... À la contradiction, à la divergence. Ah oui, il faut qu'ils passent dans nos petites salles de philosophie pour qu'on leur apprenne ces choses-là. C'est pour ça qu'ils ont la philo, par exemple, en seconde, première, terminale, ceux qui arrivent, mais que chacun puisse déjà se donner ce potentiel critique pour ne pas être dans une critique négative, purement négative, mais une critique positive qui apporte quelque chose de son propre sein pour aider à améliorer quelque chose. Et c'est pour ça justement que le savon n'est pas savon parce que c'est de l'huile, c'est du beurre seulement. Non, il y a d'autres choses qu'on met et qui donnent plusieurs qualités de savon et qui fait que moi j'aime ce savon, lui il ne l'aime pas, ainsi de suite. Mais quand on met ensemble, c'est du savon. Et donc notre République, c'est notre chose commune. Nous devons chacun apporter son savon pour la laver, c'est la République, pour qu'elle soit propre. Mais elle ne sera jamais parfaite au sens parfait, comme si c'était venant de Dieu lui-même directement. Et donc, cette perfection est de l'ordre du quotidien, une construction perpétuelle. Et ce ne sont pas des apports monocolores, mais c'est contrasté, multicolore, voilà. Divergent, mais divergence, le plus important, c'est l'intérêt national. L'intérêt national. Il faut qu'on puisse converger. Et les jeunes, chacun de vous, doit pouvoir travailler dans le sens de cette convergence communautaire et donc nationale. Professeur Nandima, qu'est-ce que vous pensez du discours public sur le patriotisme aujourd'hui au Burkina? Je pense qu'en fait, il est encore à l'étape de la mobilisation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les gens ne devraient pas considérer qu'ils ont besoin d'être... il ne faut pas vivre ça comme quelque chose d'anormal, parce que s'engager pour son pays, c'est ce qu'il y a de plus normal. En fait, il faut revenir à ça. Je vis dans une famille, donc je participe à la vie de cette famille. Je vis dans une université, je participe à la vie de cette université. Je fais mon devoir et je participe à la vie de l'institution en matière de recherche, en matière d'enseignement, en matière de service à la communauté. Donc, en fait, il faut qu'on revienne à cette idée simple que vivre avec les autres, cela comporte bien sûr des droits, mais comporte bien sûr des devoirs. Et c'est parce que chacun réalise ses devoirs que les droits des autres sont possibles. Donc, d'une certaine façon, de mon point de vue, et c'est vrai que la crise sécuritaire a rendu la situation un peu électrique. Donc, du coup, la crise devait nous unir autour de l'essentiel, autour de la mère patrie, mais par moments, la crise nous divise malheureusement. Et oui, malheureusement. Mais en fait, c'est peut-être parce qu'on... Avec des catégorisations, on parle de patriotes, d'apatrides, c'est peut-être parce qu'on n'a pas une instance supérieure qui nous aide à nous parler entre nous et à nous comprendre. Parce qu'en fait, il faut aussi mettre en place un dispositif d'écoute des dissonances. Moi, si je mets une institution en place, je crée aussi quelque chose pour le suivi, évaluation, et pour vérifier, pour aider
les uns et les autres à s'exprimer afin que véritablement on puisse puiser dans les énergies même des événements négatifs là, qu'on puisse puiser des énergies pour aller plus loin. Je pense que c'est la moindre des choses. En fait, gouverner, c'est aussi ramasser quelquefois les choses que les gens jettent à la poubelle. Parce que quelquefois, on jette trop vite des choses à la poubelle qu'on peut encore utiliser. Et Dieu seul sait que c'est quand on jette à la poubelle, ça peut servir de fumier. Et le fumier dans un jardin, c'est ça qui fait pousser les fleurs, c'est ça qui fait pousser les plantes. Donc, en fait, rien n'est jamais perdu. Je pense que tout est récupérable. Mais il faut bien sûr de l'intelligence, il faut de la circonspection et il faut de la patience aussi. C'est vrai qu'en situation de crise, on est tous bousculés, on est électrifiés d'une certaine façon. On a un climat électrique qui gêne un peu, mais on peut apprendre aussi à travailler ensemble. Je pense qu'en fait, dans ce pays-là, en fait, il n'y a pas un seul sujet sur lequel on ne puisse pas trouver la dérision, trouver la modalité pratique pour pouvoir s'exprimer. Je pense qu'on peut, rien que la parenté à plaisanterie, il y a tellement de ressources même pour ça, pour dire certaines choses, et il me semble même que c'est possible. Et nous avons l'impression, en tout cas, que cela est possible parce que tous les jours, nous vivons ensemble dans des institutions où nous ne sommes pas pareils, mais nous nous entendons, nous pouvons travailler ensemble. Donc, d'où vient qu'au niveau global, au niveau de la République, les gens ne puissent pas se mettre ensemble. Il y a beaucoup de frustration, il y a des tensions, mais un pays a besoin aussi je dirais, de détendre et de déstresser et de faire sortir tout le stress qu'on a contenu dans nos cœurs depuis des années. Il y a des rancœurs qui sont très difficiles à enlever, mais on a aussi un département, enfin, on a une filière de psychologie à l'université. Et comme je parlais des arts aussi, en donnant beaucoup d'importance aux arts, par exemple les récréatrales à l'heure actuelle, jouent un rôle essentiel dans la société. Ça aide la société à se vider, à vider les fardeaux invisibles qui pèsent sur nous et qui pèsent sur nos trajectoires. Il me semble qu'en fait, vraiment, il faut donner plus d'importance encore aussi aux arts pour que les arts puissent nous libérer de tous ces fardeaux invisibles qui font que nous avons du mal même à communiquer avec les autres sans nous sentir agressés, sans nous sentir dans la paranoïa collective. Et ça, c'est très dangereux. Je pense qu'il faut absolument revenir à un discours beaucoup plus pacifique. Sortir des oppositions. Et sortir, bien sûr, des oppositions absolument inutiles, parce qu'il y a des oppositions qui nous font perdre des énergies. Alors que certaines oppositions peuvent aider à se rendre compte qu'on aurait pu faire ceci autrement. Et donc ça peut améliorer, bien sûr, la trajectoire de notre communauté. Mais le seul soleil qui se lève là, c'est ça qui nous intéresse. Chacun regarde le soleil. Il me semble que le bien commun, là, c'est ça. Et donc, il faut donner de l'avenir au bien commun. Il ne faut pas seulement se contenter de le consommer. Le bien commun, ce n'est pas un héritage à se partager et à tirer en pièces détachées. C'est quelque chose qu'il faut construire et c'est quelque chose qu'il faut respecter et c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Et c'est aussi parce qu'on pense aux enfants, puisque nous ne pouvons pas laisser ce pays-là en lambeaux comme ça à nos enfants. Si on continue de faire des enfants, et je vois que les Burkinabés continuent de se marier, donc ça veut dire qu'ils sont heureux, ça veut dire qu'ils pensent que l'avenir est possible. Parce que le jour où on va vous dire, vous allez mourir demain, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens feront encore des enfants. Donc, rendons cet avenir radieux pour les enfants. Voilà, nous avons le devoir de faire que ce pays-là reste intégral et qu'il soit meilleur. Donc, ça veut dire que nous avons l'obligation de l'améliorer pour que demain, les jeunes-là puissent en faire véritablement ce qui va promouvoir leur épanouissement collectif. La défendre, la pacifier. On est presque en fin d'émission. Je ne sais pas si les jeunes au niveau du club CGD ont quelques questions pour nos invités. Oui. Question? Merci pour la parole et je remercie la radio et la télé BF1 et l'ensemble des communicants. Je suis Ouattara Younoussa, membre du CGD. J'ai 3 petites questions pour l'ensemble des communicants. La première, c'est de savoir le minimum d'études pour faire le SND. Bien vrai que le DG s'est prononcé par rapport à la question d'âge, mais nous ne l'avons pas entendu par rapport à la question... Au niveau scolaire. Voilà, par rapport au niveau scolaire. Est-ce qu'un jeune qui a une certaine qualification et qui n'a pas été à l'école peut être amené à faire un SND? La deuxième question, le DG il a fait un rappel historique de la SND, qui faisait mention de la suppression du service militaire vers les années 1990. Est-ce que l'on peut lier cet abandon du service militaire avec l'avènement des passes
qui visait au moins à réduire le budget militaire, voilà, des pays. Et la troisième question, c'est de savoir est-ce que l'on peut lier l'ampleur avec laquelle le terrorisme ou bien l'insécurité a proliféré à la non-formation de certains agents de l'État. Voilà. Merci. D'accord. Donc, pratiquement toutes les questions. Oui. On répond ou... Oui, allez-y. Voilà. Merci pour les 3 petites questions. Concernant la première, je dirais que, en fait, au niveau du SND, nous ne sommes pas butés sur le niveau d'études. C'est dit, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs voies pour venir au SND. Il y a la voie salariée, donc si vous êtes manœuvre et que quelqu'un vous recrute en tant que manœuvre, vous pouvez venir faire votre service national. Nous, on ne vous demandera même pas si vous avez le CEP. Mais il y a également les non-salariés, c'est-à-dire ceux que nous recrutons, c'est ceux qui sont généralement pour les centres de formation, c'est ceux qui ont été très tôt déscolarisés. Nous demandons un minimum, puisque c'est des cours, il y a des cours théoriques et pratiques. Nous demandons simplement qu'ils aient le certificat. Ceux qui veulent faire électricité, il faut avoir le niveau de la classe de 4e. Voilà les conditions. En dehors de ça, vous pouvez venir avec votre diplôme de permis de conduire, nous vous recrutons, nous vous envoyons dans un service, nous vous testons, hein, parce que nous n'allons pas nous transformer en kamikaze, envoyer des gens pour renverser les gens tous les jours dans leur service. Donc quand nous recrutons, nous avons un quota pour ce qui est des conducteurs, on leur fait un test. Vous présentez votre permis, mais on vous fait un test. Vous faites une épreuve de roulement avant qu'on puisse vous recruter. Effectivement, pour ce qui est de la suppression de la formation militaire, il faut dire que c'est le PASS qui nous a conduit à ça. C'est les institutions de Bretton Woods qui ont dit que le budget du ministère de la Défense est suffisamment grave. Eux, ils ne peuvent pas donner leur argent pour qu'on prenne donner aux militaires. Parce qu'à l'époque, le SND était rattaché au ministère de la Défense. Ça fait que quand on inclut le budget du SND dans le budget du ministère de la Défense, ça faisait exploser. Voilà. Donc, ils ont dit, eux, et en plus, une de leurs thèses, c'est que les armées, d'ailleurs, en Afrique, là, est-ce que vous en avez besoin? C'était une question, hein. On a failli nous supprimer tous. Ils ont dit qu'on ne peut plus avoir de guerre frontalière. Donc, il faut et que l'accent devrait être plutôt mis sur la sécurité intérieure. Donc, pendant plusieurs années, on a arrêté de recruter des militaires pour ne recruter que des policiers et des gendarmes. Mais c'était orienté par ces institutions-là. Et la troisième question, enfin, c'était... La troisième, c'était est-ce qu'on peut lier l'ampleur avec... Est-ce qu'on peut lier l'ampleur avec lequel le terrorisme prolifère à la non-formation de certains agents de l'État? Parce que vous l'avez rappelé qu'il y a certains agents qui ont été massacrés dans leur service. Est-ce que s'ils avaient un minimum, ils auraient pu mettre barrière à ce mal? Comme je le dis, ce n'est pas qu'eux, ils peuvent immédiatement et tout de suite faire face à l'ennemi. Mais au moins, ils auraient pu servir d'agents de renseignement. Parce que quand vous faites la formation militaire, il y a certaines astuces qu'on vous enseigne qui vous permettent de savoir que le danger, là, il va venir de là. Quand les gens viennent, ils rôdent dans le village, un jour,
ils partent. 2 jours, ils reviennent. Sachez que la 3e fois, quand ils vont venir, en tout cas, ce n'est pas pour venir boire le thé avec vous. Ils sont venus évaluer vos forces et ils vont se préparer pour venir. Mais si en ce moment, vous pouvez alerter les forces de sécurité pour dire, ah, nous, il y a des motos qui sont venus, qui ont sillonné ici, eux aussi, ils peuvent venir pour les attendre. Mais si tout ça n'est pas fait, bon, vous comprendrez que, voilà, ce n'est pas ça qui a conduit à ça, mais en tout cas, ça n'a pas permis de lutter contre ça. Voilà. D'accord. Oui. Merci pour la parole. Et je remercie également les organisateurs de l'atelier de la République. Voilà, moi, c'est Bamouni Louis-Marie, membre du CGD. J'aurai également 2 petites questions à la suite de mon frère. Vous avez eu à rappeler les conditions pour rentrer au SND. Maintenant, il y a les appelés non volontaires, et les appelés volontaires du moins. Et vous avez eu à dire que pour le moment, c'est fermé parce que vous n'avez pas une vue pour pouvoir les voir, bon, voilà, les suivre de près. Merci bien, pour pouvoir les suivre de près. Et comme vous profitez en même temps à faire un appel à notre égard, bon, je dirais comment, est-ce que vous avez une vue d'ensemble d'abord? Est-ce que vous avez des prérogatives pour pouvoir combler ce vide-là? Voilà. La deuxième question, c'est concernant les privés et les appelés salariés. Maintenant, les employés, est-ce que vous êtes en relation avec les employés? Parce que l'employé qui part pour chercher son travail aujourd'hui, qui veut se faire enrôler au SND, est-ce que ça ne crée pas un petit conflit avec son employeur pour ne pas dire qu'est-ce qu'il ne peut pas perdre son boulot? Merci bien. Je vais commencer par la deuxième. En fait, quand vous cherchez un emploi, nous ne vous demandons pas de venir au SND. Vous avez eu l'emploi, on est à BF1, que BF1 décide de vous recruter. Le directeur des ressources humaines de BF1 a le devoir d'écrire à la direction générale du SND pour dire « Nous avons recruté Bamouni, voilà son acte de naissance, ça vient chez nous, nous nous apprécions. S'il remplit les conditions pour faire son service national, il y a un arrêté que le DG du SND signe, qu'il envoie à BF1 pour dire nous mettons Bamouni en service national pour compter aujourd'hui c'est le 16 jusqu'au 15 octobre 2024. 1 an. Et pendant que vous êtes mis donc en SND, vous travaillez ici, vous continuez de travailler normalement. On ne vous va pas, le SND ne va pas vous prendre ici pour envoyer chez les voisins à Burkina Info ou envoyer à la RTB. Vous restez là où on vous a recruté, vous travaillez là-bas. Le seul objectif pour BF1, c'est de faire la retenue du tiers de votre salaire de base. Je précise bien, le tiers du salaire de base qu'il doit reverser au compte trésor du SND. Je vois que mademoiselle fait mine de... Mais avant, jusqu'à 93, on vous prenait tout votre salaire. C'est votre contribution? Oui. Pendant 1 an, c'est votre contribution. Et on vous payait ce qu'on appelle le pécule. Les premiers ont touché 4 000 francs. Après, c'est monté à 12 000. Et puis après, c'était à 16 000. Et aujourd'hui, c'est 40 000. Mais quand vous êtes fonctionnaire, on ne vous prend plus tout votre salaire. Si vous êtes employé, c'est 1/3 du salaire de base. Le reste des avantages liés au salaire vous sont dus par votre employeur. Voilà. Donc, à ce niveau, ça ne pose pas de problème. Maintenant, pour je vous dis que je lance en même temps un appel
Et alors que j'ai dit qu'il n'y a pas suffisamment de place. Non. Ce pourquoi nous disons que c'est circonscrit aux élèves fonctionnaires, c'est la formation militaire. C'est uniquement la formation militaire. Sinon, pour ce qui est des appelés non salariés, donc volontaires, là, vous êtes étudiant, vous avez fini, vous avez par exemple un master. Au lieu d'attendre de rechercher du travail d'abord avant de venir nous donner un tiers de votre salaire, vous pouvez venir vous faire recruter. En ce moment, c'est nous qui vous affectons. Nous, on vous met à la disposition d'une administration quelconque. Vous devez aller travailler là-bas. Et en ce moment, nous vous payons un pécule de 40 000 francs. Au jour d'aujourd'hui, le pécule est de 40 000. Voilà. Donc, ce n'est pas... Mais vous n'êtes pas concerné par la formation militaire. La formation militaire est exclusivement réservée aux salariés sortant des écoles de formation professionnelle de l'État. Mais il y a eu une ouverture qui permet, si BF1 estime que son personnel, ils vont sur le terrain pour des reportages et que ça peut leur porter des risques, BF1 peut signer une convention avec le SND. Nous allons organiser une formation militaire pour son personnel. Très important. Voilà. Ce qu'il faut ajouter également, c'est que, vous l'avez dit au départ, ceux qui ont fait, les appelés volontaires qui auront fait leur service et le SND, quand ils auront du travail, ils ne seront plus astreints à la retenue. Voilà. Donc, ça vous permet quelque part de gagner du temps. Voilà. Oui. Au lieu de passer du temps à chômer. C'est plus intéressant d'ailleurs quand on sort de l'école, de faire son SND, on est encore dans l'esprit d'étudiant. Voilà. Au lieu de rester à la maison à emmerder papa et maman, Voilà. c'est mieux de venir là-bas. Et puis, Voilà. ça vous permet d'avoir 40 000. 40 000, c'est pas rien. C'est plus avantageux. Même si ce n'est pas l'objectif recherché, c'est beaucoup plus les valeurs qu'il faut voir. OK, madame, derrière. Oui, bonsoir à tous. Je remercie les communicants. Et je suis Boro Esther. Je suis la coordonnatrice provinciale du mouvement Burkina Djiki. Je suis membre du CGD. Voilà. Et j'ai quelques questions. Ma première question là se trouve au niveau du... Et vous avez parlé des personnes salariées et volontaires. Maintenant, qu'en est-il du cas des entrepreneurs? Par exemple, un étudiant ou bien un jeune décide d'entreprendre, par exemple, de ne pas aller à l'école. Il a le patron, vous voulez dire? Oui, il est son propre patron. Est-ce qu'il a l'obligation de faire le SND? Et ça, c'était la première question. La question suivante, c'est quels sont les dossiers à fournir lorsque vous voulez faire le SND? Et l'autre question aussi, est-ce que les personnes handicapées sont permises à faire le SND? Oui, je commence par la dernière. Les personnes handicapées qui ont un handicap, en principe, sont dispensées du SND. Mais il ne s'agit pas de venir à la direction générale du SND pour dire « Ah, voilà, moi, mon pied est tordu ». Non, il y a une procédure. C'est le ministère de l'Action sociale, je crois, qui délivre les certificats pour les handicaps. Là. Il faut avoir ce certificat et vous écrivez au SND pour dire, vous joignez, pour dire vous voulez être dispensé. Là, nous, on vous délivre la dispense. L'autre question concerne celui qui crée son entreprise. Si vous êtes créateur d'entreprise légalement constituée, vous devez en principe vous déclarer. Comme je l'ai dit, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens de contrôle que beaucoup de gens nous échappent. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui allé mobiliser la gendarmerie ou la police pour aller vérifier dans les rues. La boutique là, elle est ouverte, c'est qui est là-bas? Est-ce que c'est le patron? Est-ce que c'est un employé? On a d'autres priorités. La priorité, c'est lutter d'abord contre le terrorisme. Quand tout ça, ça va s'apaiser, vous verrez qu'on
on va faire la chasse. Voilà. Même aux employeurs. Voilà, même aux employeurs. Qui remplissent les conditions en tout cas. Voilà. Eux aussi, ils devraient, parce qu'eux aussi, ils ont le devoir. C'est la Constitution qui prescrit à son article 10 que chacun de nous doit faire son service national. Pour être recruté, il faut fournir donc une photocopie légalisée de la CNIB, un acte de naissance, une photocopie légalisée du diplôme, et quand c'est les filles, il faut joindre un certificat de non-grossesse. D'accord. OK. Oui, très rapidement, pour terminer. Oui. Donc, merci pour la parole. Moi, c'est Zongo Rodrigue Pascal, membre du CGD. Ma question s'adresse au professeur Ouattara. Oui, oui. Vous avez parlé que la philosophie enseigne le patriotisme. Et bon, il y a un adage aussi qui dit qu'il est difficile de tordre un bois sec. Est-ce que pourquoi ne pas envoyer cette philosophie-là au bas âge pour permettre, par exemple, aux jeunes de pouvoir être vraiment éduqués sur le patriotisme, qui d'atteindre en tout cas à l'âge de la puberté pour enseigner ces jeunes-là la philosophie? Non. Bien. Peut-être que c'est même l'occasion pour toi de l'apprendre aujourd'hui. Sinon, il y a même la philosophie pour enfants. OK? Il y a la philosophie pour enfants. Mais maintenant, comme il s'agit, nous parlons ici d'éducation à la citoyenneté, au civisme, formation militaire, l'école prévoit donc dans les curricula quels sont donc les types d'enseignement, de connaissances qui sont adaptés à l'âge de X ou de Y. Et de ce point de vue, la philosophie, on ne l'a pas toujours enseignée en seconde. Hein. Voilà. Bien avant, c'était en première, terminale, et ensuite à l'université. Et même là, quand on a demandé qu'elle soit enseignée en seconde, bon, ça fait quand même des gorges, les gens ont dit, et puis après, bon, ça passe. OK? Donc, c'est pour te dire que l'objectif, ce n'est pas que on se dit que ceux qui sont plus jeunes ne sont pas capables d'apprendre, ou ce n'est pas de dire que nous choisissons délibérément d'exclure certains, mais de dire qu'il y a un âge auquel certaines choses peuvent être mieux comprises et valorisées que d'autres. Et donc, aux enfants, il y a une philosophie pour enfants. Je ne l'enseigne pas, mais nous avons des spécialistes. C'est même, je crois que c'était à Koudougou, à l'ENS, que j'ai rencontré une inspectrice, Sainte Ouattara, qui faisait son mémoire sur la philosophie pour enfants. Mais en Europe, c'est des choses qui sont bien développées. Oui. Voilà. D'accord. Oui, on est presque en fin d'émission. Professeur Nadema, je voudrais quand même que, quand on parle de civisme, de patriotisme, il y a quand même de bels exemples de certains pays. La Chine, c'est un exemple. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Bon, moi j'ai un peu peur de la Chine parce que ça ressemble à une fourmilière. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être des anciens... Ce sont des valeurs qui doivent se développer dans l'état de droit. Bon, moi je considère qu'il faut compter sur l'intelligence et la volonté chez l'homme. Chez l'homme, c'est ça qui est essentiel. Quand quelqu'un veut, si on réussit à convaincre quelqu'un de vouloir que telle chose c'est bien pour lui parce que c'est bien pour son avenir, il s'investit. Il est sûr qu'on ne peut pas mobiliser les gens sans leurs intérêts. Donc, comment faire en sorte que chacun s'engage volontairement, je veux dire, ça veut dire sans se laisser divertir, parce que ce de quoi je suis convaincu, je vais le faire coûte que coûte. Donc, il me semble que le service national patriotique, là, si on met ça sur cette ligne-là, c'est-à-dire quand je suis convaincu que j'apporte quelque chose à mon pays pour que mon pays ait un avenir, je suis sûr que tout le monde est motivé pour ça. OK. Maintenant, il ne faut pas que nous développions seulement des engagements purement, simplement volontaires sans l'intelligence. Il faut absolument que le citoyen soit un être éclairé et qu'il soit capable de faire des choix conscients, responsables et co-responsables. Parce qu'il pense aussi à autrui et il sait que c'est dans l'interaction, dans la complétude avec autrui qu'il réalise véritablement ses devoirs et ses droits. Donc il me semble qu'il faut réconcilier les droits et les devoirs
parce que les gens ont peur quand on parle de droits, mais les droits, on ne peut pas les dissocier du devoir. Donc, pour pouvoir vivre dans une société paisible, il faut que je contribue. Je ne peux pas avoir des comportements nocifs et vouloir d'une société pacifique. Donc, ça veut dire qu'en fait, mon engagement doit devenir conscient, éclairé. Donc, le patriotisme, ce n'est pas de l'ivresse folle, c'est véritablement une conscience responsable pour dire, ici, je vais vivre ici, j'entends faire famille ici, je vais me développer ici, je veux avoir une famille, je veux fonder une famille ici. Donc, je dois créer cette société. Personne ne va la créer pour moi. Si j'ai un projet d'avenir avec une famille, je suis obligé de contribuer à ce que cette société soit stable pour que mes propres enfants même puissent s'y épanouir. Ça va tellement de soi qu'en fait, on n'a presque pas besoin de rappeler la contrainte. Voilà. Voilà. Et puisqu'on est en fin d'émission, est-ce qu'au niveau du SND, justement, en termes de perspective, comment on envisage les choses, des insatisfactions à améliorer peut-être pour véritablement atteindre ces objectifs du civisme et du patriotisme, justement, comment vous envisagez l'avenir? Merci une fois de plus de l'opportunité que vous me donnez de parler donc du service national. Il faut dire que, en termes de perspective, aujourd'hui, nous ambitionnons de revoir la formation professionnelle. Parce que je ne l'ai peut-être pas dit dans mon mot introductif, nous avons un site à Samandeni où nous voulons dupliquer Bagré-Pôle pour permettre aux jeunes de la région de pouvoir se former également là-bas, parce que c'est tout ça qui va contribuer au développement de demain. Si demain nous remportons la guerre et nous allons la remporter, si nous n'arrivons pas à occuper la jeunesse, ça va être un autre fléau. La guerre risque de reprendre, peut-être pas sous cette forme, mais sous une autre forme. Donc, à ce niveau, au niveau du SND, nous sommes dans la réflexion pour pouvoir améliorer donc nos filières de formation et dupliquer les centres de formation pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Parce que quand je dis couvrir l'ensemble du territoire, ce n'est pas, parce que je disais tantôt que toutes les provinces sont représentées. Mais vous imaginez un peu le sentiment d'un jeune qu'on irait prendre vers Orodara pour amener à Bagré, pour le former dans le domaine agricole. Alors qu'il peut même dire que bon, peut-être les terres chez lui là-bas sont meilleures. Si au moins on avait un centre bien structuré dans la région là-bas, ça pourrait mobiliser un peu plus les jeunes qui vont beaucoup plus s'intéresser. Et au niveau de la formation militaire également, j'ai retenu que les députés en tout cas étaient prêts à accompagner le SND dans le cadre de la généralisation de la formation militaire. En tout cas pour tout ce qui est travailleurs. Dans un premier temps, ils ont la volonté de nous accompagner pour que et le privé et le public, tout le monde puisse en tout cas bénéficier de la formation militaire. Voilà. D'accord. Donc, de bonnes perspectives, il faut le dire, hein, et qui cadrent bien avec le contexte de crise. Une très bonne chose, donc. On souhaite justement que les choses aillent très vite et que les moyens suivent pour permettre justement de développer ces dimensions pratiques. Justement, Samandeni, on sait tout le potentiel et comment ça peut contribuer justement également à accroître la production agricole, justement. Voilà. Je sais qu'avec les PDI que nous avons, on en a besoin, justement. Professeur Ouattara, pour terminer, comment vous rêvez le Burkinabé nouveau après cette crise? Parce que justement, il y a la crise avec tous les chocs que nous vivons aujourd'hui, ces antagonismes, justement, ces oppositions. Quand bien même, il faut se retrouver pour pouvoir gagner la guerre, comme on l'a dit. Mais après, le Burkina doit continuer à vivre. Effectivement, nous le disions, la crise, c'est ce qui nous unit. C'est ce qui doit nous unir.
Et là, ce n'est pas pendant que votre maison est en incendie qu'au lieu que vous apportez de l'eau pour éteindre cet incendie que vous devez vous battre. Donc, on doit sentir une certaine union sacrée autour des questions de crise pour pouvoir maintenant résoudre la crise, trouver des solutions et puis envisager un avenir radieux. Je vous ai dit que je ne suis pas pessimiste, donc je suis optimiste et je pense que par-delà les différentes contradictions, la société elle-même elle est faite de contradictions. Il n'y a pas de société qui ne traverse pas de crise. La crise doit nourrir notre intelligence. Et par conséquent, nous devons pouvoir aller au-delà par des processus de médiation à l'interne d'abord et ramener donc les brebis galeuses, ramener les enfants égarés qui vont nous retrouver après pour qu'on puisse ensemble regarder l'avenir avec de belles loupes, bien scrutées. C'est vrai que le lait, il est tout blanc, mais parfois, à bien le scruter, il y a toujours des poils noirs. Donc, lavons-nous le dos, les mains ensemble, lavons-nous le linge sale à l'intérieur pour ne pas servir de terreau aux valets locaux de l'impérialisme ou aux idées néfastes des valets locaux de l'impérialisme. Et donc faire en sorte que cette crise que nous vivons, d'où qu'elle trouve ses origines, ses causes, nous puissions donc les endiguer et trouver donc la panacée. Et il me semble qu'il ne faut pas aussi être trop rêveur, mais l'avenir, je pense que l'avenir du Burkina Faso est un avenir radieux. C'est aussi votre souhait, professeur Jacques Naniman, sortir de cette crise ensemble, plus soudés avec le regard tourné vers le développement. Machiavel disait qu'après les bonnes armes, il faut de bonnes lois. Donc c'est avec des lois qu'on fait grandir un pays. Et donc de bonnes lois, bien comprises, qui développent le civisme et qui développent en tout cas l'envie pour chacun de contribuer à cette grande aventure qu'est le Burkina Faso. Merci. Merci, professeur Jacques Naniman, professeur titulaire de philosophie à l'université Joseph Kizerbo. Merci également au professeur Fatih Ouattara, professeur titulaire de philosophie également à l'université Joseph Kizerbo, et puis le colonel-major Mathieu Benao, directeur général du SND, le Service national pour le développement. Merci pour tous ces éclairages. Merci à vous également, chers membres du club CGD. Ça sera tout pour ce numéro de l'Atelier de la République. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre débat républicain. Bonsoir.